forcément plus vigilante, mais on va dire son charisme, sa jovialité, toutes ces choses-là m'ont fait plonger. Parce que c'était une histoire somme toute tout à fait classique avec cette espèce d'image magnifique et cette sensation d'avoir trouvé enfin la personne qu'on souhaite rencontrer, qui partage nos centres d'intérêt, nos envies, qui dit faire preuve et vouloir atteindre une stabilité dans le couple, toutes ces choses qui d'un seul coup disent ça y est, ah, enfin j'ai eu des écueils dans mes relations précédentes et ça y est, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me correspond, avec qui je passe de bons moments, qui me fait rire, qui me sécurise, qui est attentionné, etc. Et la suite montre que ça n'était qu'un personnage, comme on entend dans beaucoup d'histoires, je ne suis pas la seule, euh, mais on ne s'imagine pas à quel point ça peut être un rôle. C'est-à-dire qu'il n'y a que quand on sort de l'histoire et qu'on se positionne en tant que spectateur ou spectatrice, donc avec une vision externe sur l'histoire, qu'on prend la mesure de tous les mensonges et de toutes les mises en scène qui ont été étayées de manière à pouvoir attraper la victime. C'est-à-dire que ce personnage n'était qu'un caméléon qui s'inventait une vie pour ressembler le plus possible à la mienne. Voilà. À part que moi, j'ai peut-être un côté naïf, parce que du coup, j'ai pas du tout l'esprit comme ça, mal tourné, ou... Donc, j'ai absolument pas imaginé une seule minute que la personne que j'avais en face de moi n'était en réalité pas la personne que je voyais. C'était uniquement un rôle, un beau premier rôle, mais ça n'était qu'un rôle. Donc je n'ai jamais retrouvé cette personne du début. En fait, progressivement, la relation est montée crescendo dans tout ce qui va être violence physique et psychologique. Je donne toujours cette image de la grenouille, ou même si quelqu'un vous frappe et vous colle une gifle dans la rue, bien sûr que la première chose qu'on va faire, c'est de dire bah, ça va pas, non, vous prenez pour qui, enfin je vais appeler la police, etc. C'est la chose, la réaction normale qu'on a, effectivement. Simplement, quand les choses arrivent petit à petit, ça ne se fait pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que c'est comme quand on prend un bain chaud, quand on met le pied et qu'on trempe le pied dans un bain bouillant, bien sûr qu'on retire le pied. Quand on se prend une gifle dans la rue, bien sûr qu'on se rebelle. Quand on commence à mettre son pied éclos et froide et que d'un seul coup elle commence à devenir tiède, qu'elle commence à devenir un peu plus chaude, etc., le corps s'habitue. Et là, le cerveau s'habitue progressivement à une montée de la violence psychologique et physique. C'est-à-dire qu'on perd son discernement. On est engourdi et anesthésié, donc ça se fait bien sûr sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, de manière à perdre toute autonomie. Donc ça s'est fait progressivement bien sûr, et après en analysant la vie que j'ai eue avec cet ex-conjoint, passer par l'association et par les associations m'a permis de retracer cette montée en puissance et cette emprise psychologique et cette montée en puissance de violence. Et d'ailleurs, même encore maintenant, j'ai toujours du mal à me dire que c'est bien moi qui ai vécu tout ça. Et il y a toujours cette espèce de doute en moi. Et pourtant, il y a eu le procès, il y a eu des preuves, il y a des enregistrements. Et je garde précieusement ces enregistrements parce que c'est pas parce que je veux les réécouter, etc., mais parce que pour moi, c'est vraiment le témoin de ce qui a existé. Parce qu'il y a une part du cerveau qui est traumatisée et qui se met en position de sécurité pour pouvoir continuer à exister psychologiquement et en même temps physiquement. Et du coup, on a presque tendance par la suite, et même tout juste à la sortie de la relation, de se dire que on ne garde que les bons moments. Et le cerveau occulte tous les moments de danger, tous les moments de mise en tension qui font que on n'est plus du tout en mode alerte, parce que le cerveau il est débranché. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus en fait dans la perception du danger. Il y a un truc qui marche plus en fait dans le cerveau. Et l'association m'a quand même permis
de comprendre qu'il y avait un mécanisme biologique dans le cerveau qui permettait au cerveau de continuer à fonctionner entre guillemets normalement, mais qu'il y avait des zones qui, de manière scientifique, et c'est scientifiquement prouvé, qu'il y a des zones qui sont touchées quand on est victime d'un accident, de violence, d'un accident de la route ou d'une agression. Il y a des zones qui sont touchées dans le cerveau et qui modifient son fonctionnement. Après, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour essayer de rééquilibrer, mais il y a tout ce processus qui fait que c'est en dehors de notre, de notre volonté. Enfin, je veux dire, on peut pas maîtriser à 100% le cerveau. C'est quand même quelque chose sur lequel on a encore besoin d'avancer, de travailler. Et du coup, ça déculpabilise aussi d'apprendre ça. Parce que on a tendance à dire, et moi j'étais la première aussi à dire, quand je voyais à la télé des femmes qui étaient battues, et je disais, moi à sa place je serais partie depuis longtemps, jamais j'aurais accepté ça, etc. Et puis il a bien fallu accepter que je fais partie de ces personnes qui ont vécu ça. Donc j'ai eu la chance de m'en sortir, non sans séquelles. Donc je suis là aujourd'hui pour pouvoir en parler, et ça c'est quand même une grande chance, et pour partager mon expérience. Mais il y a cette phase où on sait qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, mais on n'arrive pas à mettre des mots et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc pourquoi je suis restée ? Je peux pas dire que je sais, je sais pas. Il y a un truc qui bloquait dans mon cerveau, j'étais sous emprise, c'était un homme qui était charismatique, je ne peux pas dire j'ai vécu des choses absolument extraordinaires, parce que c'est ça aussi le pendant dans ce type de relation, enfin en tous les cas pour ma part, c'est que on connaît le meilleur mais on connaît le pire. Et donc les phases de meilleur qu'on appelle des phases de lune de miel sont tellement exceptionnelles que c'est des moments où on s'imagine qu'on retrouve la personne qu'on a rencontrée au début, mais par contre d'un seul coup, clac, pour X raisons, un couvert qui est mal posé sur la table, des chaussures qui sont pas enlevées quand on rentre dans la maison, un mot qu'on a dit qui a été interprété de travers, d'un seul coup la personne et le personnage vrillent, et là c'est la descente aux enfers, et c'est une cascade d'insultes, de colère, de violence, enfin de tout ce qu'on peut imaginer. Et vient encore, comme toujours, ce système de montagne russe, la période des excuses, des regrets, des je ne recommencerai plus. C'est toujours la situation extérieure, donc c'est jamais, il n'y a jamais d'autocritique, en tous les cas de mon ex-conjoint, je ne peux pas généraliser non plus, mais en tous les cas de sa part, il n'y avait toujours jamais d'autocritique, la responsabilité venait toujours de l'extérieur. Donc soit c'était moi qui provoquais la colère, soit c'était parce que il était stressé au niveau de son travail, soit c'est parce qu'avec ses collègues ça s'était pas bien passé, et que donc du coup il fallait que je comprenne qu'il n'était pas disponible, que j'avais fait ou dit quelque chose qui n'allait pas, mais il n'y avait jamais de remise en question, malgré les dialogues et les velléités que j'avais à essayer de comprendre ce dysfonctionnement. Et en fait il n'y a rien à comprendre. Donc on s'épuise dans une relation à essayer de maintenir un lien, à essayer de communiquer et de comprendre, mais un esprit logique et sensé ne peut pas comprendre. C'est quelque chose d'impossible. Et en même temps, c'est quelque chose d'impossible aussi à expliquer pour des gens de l'extérieur et pour des personnes qui n'ont jamais vécu ce type de situation.